souvent on entend chaque jour dans les médias le thème lancinant dans la campagne du Made in France. Alors, déjà, pourquoi vous estimez que c'est pas possible actuellement? Et qu'est-ce que vous proposez pour intensifier cette production française? On a affaire si j'étais gentil, je dirais les pompiers pyromanes, et si j'étais méchant, je dirais on a affaire à des escrocs. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous les responsables politiques, M. Sarkozy, M. Bayrou, Mme Joly, M. Hollande, M. Mélenchon, Mme Le Pen, tout le monde sait ou devrait savoir. Peut-être que Mme Le Pen ne le sait pas parce qu'elle est assez incompétente, mais les autres le savent. C'est que dans les traités européens, il y a, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un certain nombre d'articles, je vous en citerai 2, et qui sont fondamentaux sur le sujet. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. J'insiste pour que vos auditeurs, s'ils m'écoutent, ils aillent vérifier ce que je dis. C'est pour ça que je prends toujours les Français pour des gens qui sont capables de raisonnement. Je leur parle comme quelqu'un qui aurait un contrat de téléphonie mobile chez tel opérateur et qui voudrait en changer. Et je leur dis, attention, avant de changer, allez regarder la clause de votre contrat, savoir les engagements que vous avez pris. Pareil pour un contrat de travail, si vous voulez. Quand vous êtes embauché, vous souscrivez un emploi de travail. Tout le monde fait très attention à ce moment-là. Et si vous avez un problème avec votre employeur, la première chose que vous faites, c'est que vous devez regarder votre contrat de travail pour savoir quels sont vos droits et quels sont les droits de votre employeur. Là, c'est la même chose. Cet article 63 du TFUE précise que toute restriction aux échanges de capitaux entre les États membres de l'Union européenne, d'une part, mais aussi, d'autre part, entre les États membres et les pays tiers, sont interdites. Toute restriction est interdite. Ça veut donc dire qu'actuellement, sous l'empire de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, on n'a pas le droit d'interdire, par exemple, à Renault d'aller construire une entreprise au Maroc, comme on en a parlé récemment, à Le Jabi de fermer les portes pour aller s'investir en Tunisie, à Citroën ou à PSA d'aller investir à Wuhan en Chine, etc., etc. C'est interdit par l'article 63. On ne peut pas interdire aux entreprises de le faire. C'est ce qu'on n'a pas expliqué aux employés de Le Jabi de Bourg-en-Bresse, ce qui leur est arrivé. Voilà, absolument. On n'aura pas parlé de l'article 63 alors que leur usine vient de fermer. Je sais bien. Alors, on a des hommes politiques qui viennent leur dire « je vais me battre pour vous, il faut se battre pour l'emploi en France ». Mais comment vont-ils faire puisque on autorise les entreprises, par ces traités, on les autorise à faire ce qu'elles veulent. Il faut que les Français qui nous écoutent sachent qu'avant, ça n'était pas possible. Avant, dans les années 60, 70, et avant, je veux dire, tout au long des siècles précédents, mais à l'époque moderne, disons, dans les années 50, 60, 70, 80, une entreprise n'avait pas le droit de sortir, mettons, 100 millions d'euros pour aller construire une usine au Maroc, ou en Chine, il fallait qu'il demande l'autorisation de l'État. Et l'État donnait ou non son autorisation, de la même façon qu'une entreprise étrangère n'avait pas le droit d'acheter une entreprise française sans obtenir l'autorisation de l'État. Il y avait donc des contrôles qui étaient faits aux échanges de capitaux. Donc ça, c'est désormais interdit par l'article 63 du TFUE. Alors j'ai dit que j'allais parler de 2 articles, je vais parler du deuxième, c'est l'article 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui, lui, insiste sur le fait qu'il faut promouvoir les échanges commerciaux non seulement entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi avec les pays tiers. Et qui précise que la politique commerciale de l'Union, c'est-à-dire tout ce qui concerne les droits de douane extérieurs, qui sont non plus négociés par la France, mais par la Commission européenne pour le compte des 27 États membres, eh bien que pour mener cette politique, la Commission européenne doit se fixer comme objectif de développer les échanges, d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Elle ne se fixe à aucun moment comme objectif de maintenir les emplois en France. En d'autres termes, lorsque Renault va investir au Maroc, Renault en a le droit absolu grâce à l'article 63 du TFUE, et ensuite, lorsqu'il va s'agir de faire revenir des automobiles fabriquées au Maroc, ou bien des sous-vêtements féminins fabriqués par Le Jabi en Tunisie
ou bien des lunettes ou des meubles ou des jouets fabriqués par telle ou telle entreprise française en Chine, eh bien, ils vont en avoir le droit par l'article 32. Donc je dis à mes concitoyens, soit vous écoutez les escrocs de la politique, c'est-à-dire tous ceux qui passent sur TF1 20h constamment, et qui vous disent « Made in France, je vais me battre pour réinstaurer... » Mais ça, c'est du... Vous savez, les anglo-saxons, j'aime bien les anglais, j'ai une belle sœur britannique. Hein, donc et les anglais, ils ont un mot assez amusant pour dire ça. Ils appellent ça le lip service. Lip, c'est la lèvre, et service, ça veut dire... lip service, c'est uniquement... c'est du baratin, quoi. C'est quelque chose uniquement, c'est simplement une parole qui n'engage à rien. Donc moi, je dis, attention... Est-ce que vous voulez encore une fois vous faire avoir? Est-ce que parmi nos auditeurs, ceux qui s'apprêtent à voter pour Sarkozy, ou pour Hollande, ou pour Bayrou, est-ce qu'ils peuvent ou non comprendre que ce que je dis là, c'est la vérité? Ça veut dire que si M. Sarkozy, M. Bayrou et M. Hollande ne veulent pas dénoncer les articles 63 et 32 de l'Union européenne, dire que la France ne les appliquera plus, eh bien, le même processus continuera, c'est-à-dire que nous allons avoir une hémorragie continuelle d'emploi industriel. C'est extrêmement grave, hein, 2 chiffres simplement. Au cours des 3 dernières années, 2009, 2010, 2011, la France a fermé, on a assisté en France à la fermeture de 900 usines. Et aujourd'hui, au jour où nous parlons, tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi, la France perd environ 800 emplois industriels par jour. C'est une hémorragie. Et bon, vous proposez aussi, toujours dans ce domaine de l'économie, un retour à la nation des grands moyens de production. Alors, est-ce qu'il faut tout privatiser ou quel secteur serait concerné? Alors, le terme, c'est effectivement le terme que j'utilise dans mon programme. Retour à la nation des grands moyens de production, c'est un copier-coller du programme du CNR de 1944, qui parlait justement de retour à la nation. Retour à la nation, ça veut dire retour pour le service du plus grand nombre. Alors, retour à la nation, ça veut dire, c'est une autre façon de dire nationalisation. Donc, je suis en faveur, effectivement, de nationalisation. Je ne suis pas... alors, au début, il y a des gens qui disent c'est un homme de droite, puis après, on voit que je propose des nationalisations. Les gens disent, mais il est quoi non, moi, je suis pour la France. Je suis pour... Parce que les Français... nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Anglo-Saxons. Les premiers services publics en France sont apparus avec Louis IX, hein, vers 1240. Les établissements de commun profit, c'était des hospices pour indigents. Et ça a énormément plu aux Français. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont obtenu, à la fin du XIIIe siècle, la canonisation de Louis IX, qui est devenu Saint-Louis. L'Église a canonisé, parce que ça avait été un très grand et bon roi perçu comme tel par les Français. Les Français, ils ont besoin, c'est dans notre nature à tous, nous avons besoin de justice sociale. Les Français n'aiment pas l'injustice sociale. Et donc, les Français ont besoin d'avoir des services publics puissants, solides, qui permettent aux Français d'avoir accès, quelle que soit leur origine, leurs conditions, leur niveau de vie, d'avoir accès à ce que j'appellerais des fondamentaux républicains, c'est-à-dire la poste, l'école, l'égalité devant la maladie et devant la mort. Ça, c'est très important pour les Français. Nous, les Français, ne veulent absolument pas, et moi le premier, on ne veut absolument pas d'une société à l'américaine. Vous savez qu'actuellement aux États-Unis, il y a 305 millions d'habitants aux États-Unis, il y a 50 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture maladie, aucune couverture sociale. C'est effrayant. Bon, les Français ne peuvent pas tolérer ça. Bon. Donc, et malheureusement, c'est vers cette société-là qu'on est en train de nous entraîner, avec une remise en cause progressive des retraites. On pousse les gens à avoir des retraites privées, avec des déremboursements des médicaments par la sécurité sociale de plus en plus, à la demande de Bruxelles d'ailleurs, avec une remise en cause des services publics qui sont de plus en plus privatisés et autres. Donc je dis qu'il y a un socle d'appartenance, j'allais dire, à l'esprit français. Nous devons avoir, je suis pas pour une société entièrement nationalisée, je ne suis pas communiste, hein. Il y a des communistes d'ailleurs à l'UPR, mais moi je ne le suis pas. Il y a aussi des libéraux et des gens qui sont pour le capitalisme à l'UPR, donc moi je dois être un petit peu chapeauter tout ça et accepter tous les avis, mais en tout cas, je ne connais pas de Français, je ne sais pas si vous en connaissez, moi je ne connais pas de Français, de droite, de centre ou de gauche, je n'en connais pas qui soit pour la privatisation de la Poste. Ça n'existe pas. En d'autres termes, la privatisation d'EDF ou GDF.
Les Français étaient très contents d'avoir EDF et GDF. D'ailleurs, ça marchait bien, ça marchait très bien. La Poste marchait très bien. Bon, moi je me rappelle, j'avais un arrière-grand-oncle, et je pense à lui souvent, vous savez, parce que pourquoi je fais de la politique, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est aussi parce que je pense à mes ancêtres, à tous ces Français qui ont fait la France et qui étaient des républicains, parce que mes origines, je suis d'origine paysanne à 3 générations. Ce sont des Français comme tout le monde qui ont bénéficié de l'école républicaine, qui ont poussé leurs enfants, etc. Donc je suis le produit de cette école républicaine à laquelle je suis vraiment extrêmement attaché. Et comme beaucoup de Français, à cet esprit de justice qui est important. Donc, moi je ne connais pas de Français qui soient favorables à la privatisation de la Poste, et c'est la raison pour laquelle dans le programme, je dis qu'il faut que nous renationalisions EDF, GDF, enfin que toutes les tentatives actuelles de démembrement ou d'introduction de ce qu'on appelle la concurrence, en fait on introduit le loup dans la bergerie. Le Gaz de France, le marché du gaz a été ouvert par le gouvernement Fillon en janvier 2010 à la demande de Bruxelles. On a ouvert ça à Goldman Sachs et à JP Morgan, c'est-à-dire des banques d'affaires américaines. Vous imaginez bien que Goldman Sachs, s'il entre sur le marché du gaz en France, c'est pas parce qu'il a le souci d'assurer le service public, de servir le gaz à Monsieur Dupont ou à Madame Durand au fin fond d'une province. Il est là pour faire de l'argent, pour faire du fric, pour parler clair. Donc, dans le programme, retour à la nation, c'est-à-dire nationalisation de EDF, de GDF, de TF1, j'en ai déjà parlé, de Télédiffusion de France, maintien de la Poste dans le giron des services publics, renationalisation des autoroutes également, puisque ça fait partie de notre patrimoine commun, et de façon générale, définition par la Constitution d'un certain nombre d'activités qui sont des activités qui doivent être des services publics par nature. Ça ne veut pas dire qu'on va tout nationaliser, bien entendu. Ça veut dire que l'on va nationaliser les services publics par nature. Et puis j'y ajoute aussi un autre élément que je crois très important, c'est la nationalisation de toutes les banques qui bénéficieraient d'un soutien du contribuable en cas de problème. Un point très important aussi à souligner à ce propos, c'est que les gens vont dire « Ah, mais ça va nous coûter très très cher ». Non, parce que nationalisation ne veut pas forcément dire étatisation. Étatisation, c'est quand l'État prend 100% du capital. Ça avait été le cas pour EDF, par exemple. Ça peut se justifier dans certains cas, EDF, par exemple. Mais il peut y avoir aussi une nationalisation majoritaire. L'État prend 51% du capital, ça peut arriver. On peut avoir nationalisation minoritaire. L'État prend 33% du capital, mais donc a une minorité de blocage sur la décision. Et on peut même avoir un dernier système qui a existé en France, qui d'ailleurs est condamné par l'Union européenne, mais puisqu'on en sortira, on n'aura plus ces espèces de pères fouettards de l'Union européenne qui nous interdisent de faire ce que nous voulons. C'est le système que les Américains appellent la golden share, la part dorée, c'est-à-dire que l'État peut prendre une action, ça coûte rien, enfin ça coûte prendre une action dans une entreprise, mais par la loi. La loi, c'est la volonté générale du peuple français. Par la loi, on dit que cette action permet d'assurer la direction de l'établissement. Comment vous souhaitez favoriser la participation des travailleurs à la direction de l'économie? Parce que je crois que c'est un des thèmes de votre programme. Oui. Je m'aperçois d'ailleurs au passage que certains peuvent, en m'écoutant, se dire « mais finalement c'est un mouvement gaulliste ou néo-gaulliste ». Alors c'est un petit point que je me permets de dire, c'est que l'UPR ne se prétend pas être un mouvement gaulliste. Il se trouve que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour De Gaulle sur certains aspects, notamment en matière de géopolitique. Je crois que c'était quand même un grand géopoliticien, mais je reconnais que De Gaulle a commis des erreurs. Bon, la guerre d'Algérie, probablement, enfin, l'indépendance était inévitable, mais c'est vrai que la fin de la guerre d'Algérie n'a quand même pas été parfaitement bien gérée, c'est le moins que l'on puisse dire, et ça a laissé des très graves blessures dans le corps social français. Au cours des années 60, il a eu une politique sociale qui a parfois été perçue, notamment par la gauche française, comme antisociale. Il n'a pas vu venir aussi l'évolution de la société dans les années 60, notamment en matière de mœurs. Et moi, il y a aussi un gros reproche que je forme à De Gaulle, c'est qu'il n'a pas soigné sa succession. Et donc, l'esprit qui était le sien, qui l'animait, qui était d'avoir une France souveraine et indépendante, notamment des États-Unis,
dès son successeur, Pompidou a immédiatement rallié le camp américain. Donc ça, c'est à mon avis un grand échec de Gaulle. Alors je vous parle de ça parce que quand on parle de la participation des travailleurs, pour les gens qui ont un peu de connaissances historiques et politiques, on pense tout de suite à De Gaulle, puisque c'était De Gaulle qui avait lancé ça dans les années 60, notamment, comme une espèce de troisième voie. De Gaulle était fasciné par l'idée de la troisième voie. Il y avait le camp socialiste avec l'URSS, il y avait le camp capitaliste avec les États-Unis, et lui, il voulait faire une espèce d'Europe puisqu'il se méfiait énormément de l'Europe, mais comme il ne pouvait pas sortir de l'Europe, puisque le MRP, il était nécessaire d'avoir le MRP dans sa majorité parlementaire, donc il a essayé qu'un de voir s'il ne pouvait pas avoir une Europe, bien qu'elle ait été imposée par les États-Unis, qui sorte de l'orbite américaine pour servir les intérêts français, une espèce d'Europe française. Il n'osait pas le dire, il parlait d'une Europe européenne, d'une Europe, comment dirais-je, libérée des deux blocs, mais ce qu'il avait à l'esprit, c'était une Europe française, avec la bombe nucléaire qui assurait à la France sa prééminence, et puis l'Allemagne qui aurait été le numéro 2 de cet attelage. Et son ambition allait au-delà, puisqu'il pensait donc que ça devait être porteur d'un projet sociétal qui était la participation, c'est-à-dire le dynamisme du capitalisme sans son injustice et sans ses excès, et puis le caractère de justice sociale du socialisme et sans ses résultats souvent catastrophiques en matière économique, puisque quand on tue l'intérêt à agir, effectivement, on aboutit souvent à un sous-optimum économique. Donc c'était cette idée qu'il y avait. Ça a échoué parce que c'était, je pense, une idée... D'abord parce qu'elle était portée par De Gaulle, donc déjà la gauche française, parce que c'était porté par De Gaulle, ne voulait pas en entendre parler, mais aussi parce qu'on était à une époque, les années 60, où il y avait une très forte crispation entre les deux camps. Il y avait le camp socialiste contre le camp capitaliste. Et donc, par exemple, pour les communistes français de l'époque, l'idée même de faire participer les travailleurs au capital de leur entreprise, c'était de la collaboration de classe. Donc ils considéraient que c'était... Ils y voyaient d'ailleurs un piège mortel pour la pensée marxiste-léniniste. Le temps a passé. Maintenant, nous sommes 40 ans après. Et les évolutions historiques et sociales, me semble-t-il, donnent une nouvelle jeunesse à ces idées. D'abord parce que le camp socialiste s'est effondré, ce qui a permis la libération d'un certain nombre de ces pays, mais ça n'a pas eu que des avantages. Ça a eu des inconvénients, il y a des nostalgiques de ces régimes dans les pays de l'Est. Pour nous, ça a eu des inconvénients aussi, parce que la France était finalement, l'Europe de l'Ouest était dans une position qui était assez agréable, puisque ce qui était présenté comme la menace soviétique permettait de réguler le capitalisme, d'avoir un capitalisme pétri d'idées keynésiennes, avec une forte implication de l'État, donc d'empêcher les excès du capitalisme. Le camp socialiste s'est effondré, maintenant on a basculé dans une espèce d'ultralibéralisme qui est insupportable, notamment aux Français, et qui nous mène, avec sa variante de capitalisme financier, qui nous mène vers un feu d'artifice, à mon avis, à court terme maintenant, une explosion, une crise financière quasiment systémique au niveau mondial, et puis une montée continuelle des injustices qui n'est pas tolérable par les Français, puisque je le répète, les Français ne sont pas des Américains. Donc effectivement, la participation des travailleurs, je l'ai mise dans mon programme présidentiel, parce que je crois qu'il faut lui redonner une nouvelle jeunesse. Pourquoi ? Parce que les gens d'aujourd'hui, les jeunes, n'ont pas cet esprit aussi stéréotypé qu'autrefois. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans l'économie solidaire, dans des scopes, dans des mono-entreprises, qui aiment à être leurs propres entrepreneurs. Je crois que c'est tout à fait... En plus, la diffusion d'Internet, de l'informatique rend beaucoup plus facile à tout un chacun de devenir son propre entrepreneur. C'est accessoirement... Enfin, c'est pas accessoire du tout, c'est très important. C'est pour des entreprises, le fait que les travailleurs puissent posséder le capital de leur société. D'abord, ça permet de lutter contre les délocalisations, parce que c'est leur propre outil de travail. Donc pour eux, c'est important.
Ça permet aussi de faciliter, dans certains cas, la transmission des entreprises. Lorsque vous avez un chef d'entreprise vieillissant, vous avez un gros problème de cette nature. Et donc, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer, il y a l'avenir. Et une meilleure répartition des richesses, finalement. Et une meilleure répartition des richesses. Et puis, quelque chose aussi qui est important, je crois, et qui est très, très moderne, qui, à mon avis, fait très, très 21e siècle, très 3e millénaire, c'est que je pense qu'il y a une soif, je me trompe peut-être, hein, mais je crois qu'il y a une soif d'avoir des sociétés apaisées, où il n'y ait plus ces espèces des classes dominantes, de classes dominées. Il y a un brouillage quand même, hein, des repères. Vous avez il y a une... Oui, je crois qu'il y a eu... les gens se sentent moins de génération en génération ouvriers ou capitalistes. C'est plus vrai. Il y a une plus grande mixité, je pense, des modes de vie, des choses comme ça. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est très porteur d'avenir. En tout cas, c'est ce que je crois. Ça va vers une société normalement moins conflictuelle. Bon, économie, travail, on va arriver forcément aux syndicats. Alors, vous dites carrément que maintenant les syndicats français sont des jaunes, comme on disait dans le temps. Vous pouvez développer ça? Alors, je sais que certains de vos auditeurs vont peut-être réagir et bondir. Mais moi, j'ai pris le parti de dire la vérité. Voilà. Alors, quoi que ça puisse dire, écoutez, je crois que les gens, ils ont besoin de vérité. Ça, c'est important dans le langage politique contemporain. Les gens, ils en ont marre de la langue de bois et de ceci et de cela. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, dans les années 60, 70, la CGT, c'était le bras séculier du Parti communiste français. Lequel Parti communiste était inféodé à Moscou. La CGT était donc défendait l'intérêt des travailleurs français, des ouvriers, d'une façon extraordinairement ferme et, si je peux me permettre, souvent un peu excessif, puisque en général, il ne signait pratiquement jamais aucun accord, c'était toujours plus, toujours plus, toujours plus. Bien. On pouvait peut-être le critiquer, mais c'était quand même un syndicat qui vraiment défendait l'intérêt des travailleurs. La CFDT, FO était, bon, vous savez que FO a été créé par les Américains, mais était plus réformiste. Mais on a connu une période dans les années 70 ou 80 où la CFDT, par exemple, était un syndicat qui ne lâchait rien, etc. Or maintenant, on a affaire à quoi? On a affaire à des syndicats qui, finalement, critiquent, organisent des manifestations un peu gentillettes, permettez-moi l'expression, alors qu'on remet en cause tous les acquis sociaux acquis par nos ancêtres tout au long du 19e et 20e siècle. C'est-à-dire que la CGT qui refusait il y a 30 ans une augmentation de salaire qui n'était que, mettons, de 2% alors qu'elle voulait 3%, maintenant, finalement, se fait une raison de ce que la retraite va passer à 65, 67 ans. Alors, on fait des manifestations dans les rues, comme ça a été organisé tout au long de l'année 2010. On a fait manifester les Français dans les rues. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Et donc, les syndicats français, il y a même plus grave, au moment de la manifestation des retraites, moi je suis allé incognito, pas dans la manifestation, mais sur le trottoir à Paris, entre Bastille et République, et puis j'ai pris des tracts de tous ces syndicats. Eh bien, je vous assure, il n'y en a pas un seul qui expliquait dans les tracts que la réforme des retraites était imposée par l'Union européenne. C'est-à-dire que tous les syndicats, CGT, CFDT, FO, UNSA, CFTC, tapaient en l'espèce sur Sarkozy et Fillon, ou Wörth, comme au moment du CPE, ils tapaient sur Dominique de Villepin, auparavant sur Raffarin, mais auparavant encore sur Jospin, du temps de la gauche. Et donc je considère qu'il y a quelque chose qui est quand même très choquant du point de vue intellectuel, c'est que les syndicats, les dirigeants syndicaux savent très bien qu'il s'agit de directives européennes. Je renvoie à mes conférences en la matière, notamment sur l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fixe le principe de ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique, le rapport du 8 avril 2003 de la Direction générale des affaires économiques qui a fixé quelle était la politique économique que devait suivre la France, quel que soit son gouvernement, et nous sommes sous l'empire de ces directives européennes, ces recommandations européennes, mais qui ont une valeur obligatoire, qui a d'ailleurs été renforcée encore récemment
voici quelques semaines, en septembre 2011, par un vote du Parlement européen, qui sanctionne les gouvernements de l'Union européenne qui n'obéiront pas à ces grandes orientations de politique économique. Sanction de 0,1% du PIB, ce qui veut dire que si le gouvernement français, quel qu'il soit, n'obéit pas à ces recommandations européennes, la France devra payer une pénalité de 2 milliards d'euros par an, ce qui est quand même colossal. Qui a voté d'ailleurs au Parlement en faveur de ces mesures de mise sous tutelle du gouvernement français, quel qu'il soit? Vous avez M. Cohn-Bendit, Mme Eva Joly, vous avez également des socialistes, des députés européens socialistes. Donc, ils font à Bruxelles quelque chose à l'insu des Français, et ensuite, en France, ils tapent sur le gouvernement français, quel qu'il soit. Alors, qu'on ne me fasse pas passer pour un défenseur de M. Sarkozy ou de M. Fillon, c'est absolument pas la question, parce qu'eux aussi sont complices du système. Mais si M. Hollande est élu président de la République, nous allons voir ce qui va se passer. Il va appliquer les mêmes directives. Et là où le problème syndical se pose, c'est que la CGT, la CFDT, FO, l'UNSA et la CFTC, les 5 principaux syndicats français, sont tous membres de la Confédération européenne des syndicats, la CES. Sud n'y est pas, je crois. Non. Alors, la CES, c'est une émanation de la Commission européenne. La CES, dont le dirigeant, c'est un type qui s'appelle John Monks, il faut voir que, je renvoie là aussi à la présentation de mon programme, il faut voir que la CES a co-signé avec les dirigeants européistes, a co-signé les principes des objectifs 2020 qui imposent des réformes dites structurelles, privatisation, comment dirais-je, relever le départ de l'âge à la retraite, etc. Et la CES finance la CGT, la CFDT, FO, enfin les syndicats qui en font partie. La CES donne de l'argent qui est de l'argent venant de la Commission européenne. Or cet argent venant de la Commission européenne, vous savez qu'il vient des États. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la République française qui donne de l'argent à la Commission, de laquelle utilise cet argent comme elle l'entend, et donc finance les syndicats français pour qu'ils fassent de la pédagogie auprès de leurs troupes pour leur expliquer le caractère inéluctable des réformes en cours. En d'autres termes, je suis désolé de le dire, et je suis prêt à avoir un débat public avec eux, mais ils ne le voudront pas, mais des gens comme M. Thibault, comme M. Chérec, sont exactement ce que l'on appelait en effet des syndicalistes jaunes. C'était quoi le syndicalisme jaune? C'était né à la fin du XIXe siècle. C'était des syndicats qui étaient payés par le patronat et qui avaient pour objectif de canaliser le mécontentement des troupes, de leur faire un petit peu de protestation, bien sûr, pour la forme, mais qui, au bout du compte, pactisaient avec le patronat. Alors, je ne suis pas pour la guerre sociale, je suis pour la paix des ménages, moi je suis quelqu'un de pacifique et de serein. Je l'ai dit tout à l'heure pour la participation des travailleurs. Ce que je dis quand même, c'est que les syndicats, normalement, devraient jouer un rôle de contre-pouvoir. Or, ils ne le jouent plus vraiment, même plus du tout. Ils font des manifestations, comme je le dis, gentillettes. Ils montrent aux Français, seulement les dirigeants français, comme si c'était uniquement de leur faute. Et ils ne veulent jamais expliquer aux Français que le mal vient de plus loin, que les directives viennent de plus haut. Et jamais ils ne montrent aux Français quelles sont les origines des réformes qui sont en cours, et c'est ça que je leur reproche. C'est pas un des cœurs du problème, justement, le fait que tous ces contre-pouvoirs, médias, syndicats, etc., ne jouent plus leur rôle, finalement. Vous avez hélas raison, on pourrait y ajouter un autre contre-pouvoir qu'a disjoncté, c'est le contre-pouvoir intellectuel. Dans les années 60, 70, il y avait en France un très grand contre-pouvoir intellectuel, par exemple sous Giscard, ou sous Pompidou, mais sous Giscard, l'ensemble de l'université, avec un grand U, si j'ose dire, c'est-à-dire vous aviez des quantités d'intellectuels français, je sais pas, je parle des philosophes, je pense à des gens comme Michel Foucault, Roland Barthes, Louis Althusser, sans même parler de Jean-Paul Sartre, qui a vécu jusqu'en 1980. Donc il y avait des grands intellectuels français qui étaient très à gauche, voire d'extrême gauche, et ou communistes comme Louis Althusser, et qui jouaient un rôle de contre-pouvoir au pouvoir. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est où sont passés les intellectuels français actuellement. Alors, certains vous répondraient ah, mais on a quand même Bernard-Henri Lévy. Oui, d'accord.
Pour moi, Bernard-Henri Lévy n'est pas un intellectuel français, c'est pas un intellectuel, c'est quelqu'un qui a des arrière-pensées politiques. Voilà. Moi, vraiment, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas d'intellectuel qui se manifeste. C'est très grave. Parce que, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'affaire des libertés publiques. Le puçage RFID, par exemple. Le fait, excusez-moi de le souligner, mais je crois, sauf erreur de ma part, que je suis le seul responsable politique français à avoir parlé de ce sujet. Je suis le seul responsable à dire qu'il faut interdire le puçage RFID, non seulement en France, mais au niveau mondial, et puis tout puçage, quel qu'il soit, pas seulement RFID. Bon. Je suis le seul à le mettre noir sur blanc dans mon programme. Alors, déjà, c'est scandaleux que les autres responsables politiques ne s'emparent pas de cette question comme moi, mais je trouve encore plus scandaleux je ne vois pas un seul professeur d'université, je ne vois pas un seul professeur du Collège de France, je ne vois pas un seul membre de telle ou telle académie en France qui monte au créneau pour dire ce que je dis. Monsieur Asselineau, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas accès aux médias, ces gens-là, qui pensent ces choses-là. Est-ce que ce ne serait pas aussi parce qu'on ne leur donne pas accès justement à la parole publique ? Écoutez, alors d'abord, c'est vrai que vous avez la gentillesse de me donner la parole. Enfin, c'est pas de la gentillesse d'ailleurs, je pense que c'est de la déontologie, c'est de l'éthique. C'est ça qui est bien. Si vous trouvez un académicien ou un professeur au Collège de France ou un grand professeur d'université qui dit la même chose, je vous suggère de l'inviter. On va aller chercher. Cherchez-le. Moi, ce que j'observe, si vous voulez, c'est que j'aime bien l'histoire de France. Et malheureusement, je constate que c'est un des drames qui nous arrive dans notre histoire, régulièrement, pas régulièrement, mais de temps en temps, hein, on a une longue histoire. C'est des moments de l'histoire où tous les contre-pouvoirs disjonctent. C'est ce qui s'est passé en 1940. Hein. De Gaulle, lorsqu'il est parti à Londres en 1940, le 17 juin, dans les mois qui ont suivi, à la fin 1940, il était toujours tout seul, ou à peu près. Il avait dit, ceux qui m'ont rejoint, il a dit, il y a quelques poètes, quelques juifs et les pêcheurs de l'île de Sein. C'est-à-dire que De Gaulle, à la fin 40, parce qu'aujourd'hui tout le monde est pour De Gaulle en 40, bon. Mais maintenant c'est facile d'être pour De Gaulle en 40. Mais en De Gaulle en 40, il était tout seul à la fin de 40. Bon. Et ça veut dire qu'il n'y avait aucun haut fonctionnaire, pratiquement aucun. Aucun chef d'entreprise, aucun académicien, aucun intellectuel, aucun grand militaire qui avait rejoint Charles de Gaulle en 40. Voilà. Et donc ça, on a affaire à un processus que j'appelle de disjonction des corps intermédiaires et des contre-pouvoirs qui est dramatique. De Gaulle donc, était donc tout seul à la fin 40 et dans ces conditions. Mais vous me permettrez de conclure ce rappel historique par un message d'espoir. On est à l'automne 40, en décembre 1940, au moment de Noël, et donc De Gaulle est à Franceville, il y a vraiment très très peu de monde, on n'a presque personne. Et pour Noël, il y a une Anglaise, je ne me rappelle plus qui, mais c'est une anecdote vraie que je vous cite, hein, qui vient voir De Gaulle et qui lui parle en français et qui lui dit d'un air un petit peu perfide quand même, et qui lui dit « Alors, mon général, comment va la France ?» Et c'est le 24 décembre 1940, et De Gaulle est tout seul à Londres, pratiquement tout seul, et De Gaulle lui répond cette phrase absolument merveilleuse « Très bien, madame, elle nous enterrera tous. » Ce qui prouve, et je me permets de raconter cette anecdote, que pour De Gaulle, la pensée gaulienne, et la pensée d'ailleurs au-delà de lui, de tous les grandes figures de l'histoire de France, Jeanne d'Arc, Clémenceau, Danton, etc., il y a un principe que les Français ne laisseront jamais tomber, c'est le principe de la France. C'est-à-dire que les Français sont capables, ils l'ont montré au cours de leur histoire, de laisser dégringoler le pays, mais au dernier moment, les Français sont capables de se ressaisir. Et donc c'est pour ça, les Français, en ce moment, depuis maintenant plusieurs décennies, ont laissé dégringoler la France. Ça a été camouflé par un niveau de vie confortable, par un verrouillage des médias. Je pense qu'au cours des mois, des années qui viennent, la situation va devenir, hélas, de plus en plus mauvaise. Je pense qu'il va y avoir un appauvrissement de la population et qu'il y aura, à un moment ou un autre, un sursaut des Français qui ne voudront pas laisser tomber la France, parce que la France, c'est eux, c'est nous.
Nicolas Sarkozy, dans l'actualité récente, veut remettre les référendums au goût du jour. Trouvez-vous qu'il vous rejoint dans votre volonté de rétablir la démocratie? Et souhaitez-vous organiser des référendums et sur quel sujet? Alors, d'abord, ce qui me frappe, ce que je trouve d'une certaine façon flatteur, c'est que je n'ai accès à aucun média, mais j'observe que des bribes de mes programmes, de mes idées, sont repris assez allègrement par un certain nombre d'autres candidats. Et parfois, c'est du copier-coller et un pillage sans vergogne. D'une certaine façon, ça me fait rire. Et ça me fait, pas rire, mais ça me fait sourire tristement, parce que je sais que de toute façon, je sais jusqu'où ils pourront me copier, et je sais ce qu'ils ne copieront jamais. Ce qu'ils ne copieront jamais, c'est mon analyse de la construction européenne, et c'est la proposition essentielle de sortir de l'Union européenne pour justement pouvoir mettre en œuvre ce programme. Mais alors c'est vrai que M. Dupont-Aignan m'a piqué un certain nombre de choses, que Mme Le Pen essaye de me piquer des trucs, qu'on propose par exemple de relancer le logement social, parce que depuis 4 ans, je propose une grande relance de l'économie par le logement social, parce qu'il y a des problèmes sociaux évidemment très importants qui sont autour du logement. J'observe que le Parti socialiste en a fait sa priorité. Et puis, dans mon programme présidentiel, j'ai proposé de 2 choses concernant les référendums. D'une part, de créer le référendum d'initiative populaire, parce que je crois que c'est nécessaire. J'ajoute au passage que je souhaite que les référendums, désormais, ne soient pas une question, oui ou non, parce qu'il y a toujours derrière l'idée du référendum le soupçon du plébiscite, de quelque chose où on demanderait aux Français de répondre à une autre question que celle qui est posée. Vous savez que c'est le problème récurrent. Mais justement, si on prend l'exemple de la Suisse ou de la Californie, par exemple, où il y a des référendums fréquents, avec 5, 6, 7, 10 questions, ben, à ce moment-là, il n'y a plus le même parfum comment dirais-je, le même soupçon. Voilà, on peut avoir des référendums avec des idées, avec des réponses nuancées sur un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est un premier point. Référendum d'initiative populaire avec des questions vérifiées quand même auparavant par un conseil constitutionnel pour vérifier leur conformité à la Constitution, sachant que par ailleurs, je propose une réforme du conseil constitutionnel pour qu'il soit désormais peuplé de magistrats et non plus d'hommes politiques choisis par l'UMP et le Parti socialiste, parce que là, le système est franchement scandaleux en France. Là, je me propose de m'inspirer de l'exemple du tribunal constitutionnel de la République fédérale d'Allemagne de Karlsruhe. Donc, le référendum, la modification du Conseil constitutionnel qui vérifierait la licéité, la conformité des référendums d'initiative populaire avec la Constitution, et puis multiplier les référendums d'initiative populaire. Et par ailleurs, je propose dans mon programme 3 grands débats nationaux avec référendum à la clé. L'un sur l'énergie, en particulier pour ou contre l'énergie nucléaire. Un autre sur l'immigration, quel est le type de politique migratoire que les Français veulent, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet et qu'il faut débarrasser ce sujet de toutes les arrière-pensées, de toutes les comment dirais-je, les hantises, les peurs qu'il peut y avoir. Et 3, un débat sur la dette publique. J'aurai l'occasion de m'exprimer de nouveau sur ces sujets dans les semaines qui viennent, mais il faut que les Français puissent avoir un débat de fond sur l'origine de la dette publique, sur la légitimité de cette dette monstrueuse, et sur voir toutes les possibilités, je dis bien toutes, de pouvoir se défaire de cette dette publique. En tout cas, ce sont des débats de fond. Alors, il y a dans mon esprit, vous me connaissez maintenant un petit peu, je pense que vous pouvez juger ma personnalité, je suis quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est là, je me permets de le dire, je suis quelqu'un d'honnête, honnête financièrement bien sûr, mais honnête moralement et intellectuellement. Il y a quelque chose à quoi je tiens beaucoup, ce sont 2 beaux mots de la langue française, probité et loyauté. Il faut que nous ayons des hommes politiques qui soient des hommes ou des femmes propres, c'est-à-dire des gens honnêtes intellectuellement, et il faut que les débats soient loyaux. Ça, c'est très important, la loyauté. C'est-à-dire que, par exemple, sur les questions d'énergie, moi, il y a souvent certains de nos adhérents ou militants qui disent « Qu'est-ce que vous pensez du nucléaire ?» Moi, je dois avouer que c'est un sujet vraiment compliqué. Quand on le connaît à fond, plus on le connaît, plus on creuse, enfin moi je ne suis pas un expert, mais j'ai quand même lu pas mal de choses, des 2 côtés, et plus je me rends compte qu'il y a vraiment des arguments très solides des 2 côtés. À la fois pour le nucléaire et contre le nucléaire, il y a des arguments solides des 2 côtés. D'ailleurs, j'observe qu'actuellement, même ELV ne propose pas une sortie immédiate nucléaire parce que ça n'est pas possible. En revanche, une sortie progressive avec
le fait que les énergies alternatives, notamment l'énergie solaire, soient de plus en plus rentables, parce qu'il y a des progrès technologiques formidables qui ont été faits. Donc peut-être qu'à horizon d'une dizaine d'années, l'énergie solaire deviendra aussi rentable que l'énergie nucléaire, mais qui présente aussi des inconvénients d'ailleurs. Enfin, tout ça est complexe. En tout cas, ça devrait faire l'objet d'un débat loyal dans la société française, où on explique aux gens, pas par des schémas, pas de façon schématique ou, comment dirais-je, stéréotypée, quels sont les choix qui s'offrent aux Français. Alors maintenant, vous me dites que M. Sarkozy vient de sortir d'un chapeau des référendums. Je suppose que les gens qui sont à l'Élysée, qui cherchent désespérément des idées, ont dû regarder en détail mon programme. Quand je dis je suppose, d'ailleurs, je vous signale au passage que nous avons quand même des statistiques sur notre site internet, et que nous avons vu, d'après les adresses des institutions qui se sont connectées sur notre site, que nous avons eu au cours des derniers mois plus de 80 connexions en provenance du ministère de l'Intérieur, plus de 700 ou 800 en provenance du ministère des Finances, mais on en a eu également une cinquantaine, une soixantaine en provenance du ministère des Affaires étrangères, on en a eu une dizaine en provenance de l'Élysée. Voilà. Alors je trouve que nous avons donc des bons lecteurs. Je ne dis pas que c'est le président de la République en personne qui lit notre site, mais ça veut dire qu'il y a sans doute des conseillers autour de M. Sarkozy qui vont vérifier ce que disent les uns et les autres. Alors M. Sarkozy, d'un seul coup, redécouvre l'intérêt du référendum. Il faut quand même être d'un culot d'acier quand on rappelle, et moi je le rappelle toujours, que les Français, par référendum, ont rejeté le 29 mai 2005 la Constitution européenne, et que M. Sarkozy, en se refusant à soumettre au référendum, mais par la procédure du Congrès, a imposé aux Français le traité de Lisbonne, qui est un copier-coller de la Constitution européenne, dont on a retiré simplement 2-3 petits articles qui concernaient l'hymne national. C'est se moquer du monde, et tout le monde le sait. C'est d'ailleurs un crime. Enfin, plus qu'un crime, c'est une faute, pour reprendre un mot célèbre de l'histoire, comme vous savez, c'est une faute historique. C'est une faute historique parce que depuis là, il y a un divorce croissant entre la France, entre les Français et la construction européenne. Les Français ont commencé à comprendre que ce que je dis est vrai, c'est qu'il s'agit d'un processus fondamentalement dictatorial qui est en marche. Alors maintenant, M. Sarkozy fait semblant de retrouver l'intérêt du référendum, et j'observe, comme vous, qu'il prend un malin plaisir à proposer des questions qui sont des questions que, j'allais dire un gros mot, je vais essayer de ne pas le dire, mais des questions que je trouve répugnantes. Voilà. Parce que ça n'est pas le devoir d'un chef de l'État français que d'essayer d'introduire un clivage dans le corps social français. Si on demande aux Français est-ce qu'il faut mettre les chômeurs au boulot, oui, probablement, il peut y avoir une majorité de Français qui vont dire ça, mais ça veut dire qu'on sous-entend que les chômeurs sont tous des tirs au flanc, que ce sont en fait des asociaux, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas évidemment des asociaux parmi les chômeurs, mais c'est franchement une vision d'extrême droite de la situation, c'est une vision que je trouve misérable, c'est une vision qui n'est pas digne d'un chef d'État. Parce que s'il y a des chômeurs en France, l'écrasante majorité des gens qui sont au chômage, s'ils sont au chômage, c'est à cause de la situation économique générale qui est conçue. Et aussi d'ailleurs des théories, vous savez, sur la théorie du Nehru, le Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire que les penseurs ultralibéraux considèrent qu'il est bon d'avoir 8 à 10% de chômage parce que ça empêche les augmentations de salaire. Donc c'est délibéré, il faut voir. Donc je trouve ça franchement scandaleux d'avoir ce type de référendum. Il faut que les référendums, moi par exemple quand je parle d'un référendum sur l'immigration, ça n'est pas du tout dans mon esprit pour stigmatiser les immigrés, parce que c'est un sujet que je connais assez bien, même bien. Je sais que l'immigration crée des problèmes en France, c'est un fait, il faut en tenir compte. Mais je sais aussi que beaucoup des immigrés, l'écrasante majorité des immigrés, vivent souvent des drames personnels. C'est pas par plaisir qu'on quitte son pays. Hein. Donc ça pose le problème du terme des échanges avec les pays du Sud. Et de toute façon, on touche à des problèmes qui touchent à l'être humain. Donc dès qu'on a affaire à des problèmes qui touchent à l'être humain, il faut être d'une très grande prudence, parce que vous savez, les réponses du style Yaka, Faucon, etc., c'est-à-dire des solutions à l'emporte-pièce, sont toujours mensongères et sont toujours criminelles en puissance. Donc quand je dis qu'il faut qu'il y ait un débat sur l'immigration, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie réflexion de la société française
sur quels sont les problèmes, les tenants et les aboutissants de ces questions migratoires. Il faut rendre aux Français la maîtrise de leur politique migratoire, ce que personne ne dit. Madame Le Pen, par exemple, ne le dit pas plus que les autres. C'est qu'actuellement, les articles 72, 73 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ont volé aux Français aussi leur maîtrise de cette politique. Et nous disons, la vocation de l'UPR, c'est que nous n'avons pas réponse à tout, mais nous disons qu'il faut que ce soit les Français qui décident s'ils veulent avoir une politique migratoire sévère, une politique migratoire comme aujourd'hui, une politique migratoire... On a chez nous de tout. Hein. On en a qui sont pour une politique beaucoup plus sévère, on en a qui sont des immigrationnistes. On a de tout, donc il faut que les gens débattent de ces questions. Moi, je voudrais, sur cette affaire, apporter un élément que je crois décisif, c'est que l'une des clés essentielles de la question de l'immigration en France, c'est la question de, comment dirais-je, de l'intégration, pour ne pas dire un mot qui n'est plus tellement utilisé qu'à mauvaise presse, mais de l'assimilation au corps social français. Et je crois que de ce point de vue-là, la meilleure façon que l'on puisse, l'un des plus grands services que l'on puisse rendre à la France, c'est de redonner à tous les Français, Français dits de souche, comme Français de première ou deuxième ou troisième génération, l'amour de leur propre pays. Et je vous assure qu'à l'UPR, nous avons réellement beaucoup de Français originaires de l'immigration et qui sont extrêmement contents. Vraiment, je vous assure, de l'apport que nous leur donnons, c'est-à-dire leur dire qu'ils sont Français comme tout le monde et que nous devons tous être fiers d'un pays qui est à nul autre pareil. Monsieur Asselineau, nous ne pouvons pas rentrer dans tous les points de votre programme ou de vos idées. Je vous remercie pour cet entretien et j'engage nos spectateurs qui souhaiteraient en savoir plus à rejoindre votre site internet qui pourront consulter. Merci Monsieur Asselineau. Merci beaucoup. Merci à vous.